Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que cet épisode fait directement suite au précédent, l'épisode 12, sur l'épistémologie et pourquoi c'est si essentiel de s'y intéresser. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à commencer par celui-ci, parce que sinon, celui qui démarre va peut-être vous paraître un peu flou. On va rentrer dans la partie 2 sur 2 de l'épistémologie. Très bonne écoute. Le premier, évidemment, c'était Karl Popper. Le second, donc, qui va nous intéresser justement par rapport à cette notion de paradigme, c'est Thomas Kuhn. Alors, Thomas Kuhn, c'est un philosophe américain, et lui, il va apporter la notion de ce qu'on va appeler la science normale. Alors, ces travaux vont marquer vraiment une rupture fondamentale en philosophie, en histoire et en sociologie des sciences. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va historiciser la science et rejeter une conception qu'on va appeler en fait fixiste de cette science. Alors, son ouvrage principal, là pareil, qu'on sera amené nous à lire et à étudier au sein de l'académie, c'est La structure des révolutions scientifiques de 1962, dans lequel, dans cet ouvrage, en fait, il pose qu'il est, donc là je le cite, qu'il est ainsi difficile de considérer le développement scientifique comme un processus d'accumulation, car il est difficile d'isoler les découvertes et les inventions individuelles. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque les scientifiques ne peuvent plus ignorer plus longtemps des anomalies qui renversent la situation établie dans la pratique scientifique, alors commencent les investigations extraordinaires qui les conduisent finalement à un nouvel ensemble de convictions sur une nouvelle base pour la pratique de la science. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il dit en fait dans son ouvrage. Et donc, il parle effectivement notamment des phénomènes qui évoluent, comme par exemple, nous, on a pu voir dans les cours que je vous ai donnés sur la physique quantique et sur la relativité, il parle du fait que dans l'histoire, par exemple, la lumière a été d'abord considérée comme un corpuscule, puis de façon ondulatoire, puis à nouveau comme corpusculaire. D'accord ? Donc, il y a cette espèce de va-et-vient qui revient comme ça de façon régulière. Et donc, tous ces éléments, tout ce que lui va appeler en fait ces épisodes extraordinaires, sont comme des révolutions scientifiques pour lui. Et donc, celles qui sont apportées par Newton, Copernic, Lavoisier ou encore Einstein, toutes en fait viennent renverser ce qu'il va appeler un paradigme dominant. D'accord ? Et donc, l'état d'une science, des connaissances et du paradigme à une période donnée constitue, et c'est ce qu'il dit, la science normale. D'accord ? Qui est selon lui une recherche fermement accréditée par une ou plusieurs découvertes scientifiques passées
découverte que tel ou tel groupe scientifique, donc qui sont à considérer évidemment, comme suffisantes pour devenir le point de départ d'autres travaux. D'accord ? C'est ça un paradigme. Okay ? Donc, il va effectivement expliquer que ce que nous savons s'inscrit dans un contenant. Dans un contenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absolu, il y a ce que nous savons, mais ce savoir est contenu dans un contenant qui a quelque chose à voir en fait avec la croyance. Non pas dans le sens où c'est quelque chose qui est farfelu, au contraire, c'est quelque chose qui est posé, établi de façon scientifique, sauf que de par ces caractéristiques, parce qu'elles sont teintées d'une culture, d'une sensibilité, un peu ce qu'on disait avec le podcast de René Descartes, tu sais, du fait que nous avons accès en fait au savoir avec nos sens, eh bien de ce simple fait-là, elle est limitée et auto-limitante. D'accord ? Donc, l'important, c'est de considérer qu'à chaque fois que nous pensons dans un cadre, en fait, nous pensons dans un paradigme. Et ce paradigme-là, il va être soumis, en fait, il n'attend que la prochaine révolution scientifique. Et c'est la succession des révolutions scientifiques qui fait évoluer les paradigmes dans lesquels nous évoluons. Tout ça pour comprendre que à chaque époque et à chaque moment de l'histoire des sciences, comme aujourd'hui, nous devons nous considérer non pas comme étant arrivés à une ligne absolue de savoir, mais que nous sommes nous-mêmes, donc comme un peu dans les poupées russes, intégrés dans un paradigme dont nous essayons de décrire ou de trouver les contours. Oui, c'est pour ça que du coup, dès que le paradigme dans lequel on est trouve ses limites, ne répond plus finalement à toutes les questions qu'on se pose, donc il y a une faille, et finalement c'est en voulant répondre à toutes ces questions-là qu'il va y avoir cette rupture et qu'on va aller vers un nouveau paradigme. Oui, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est le fait de comprendre que nous fonctionnons dans le cadre du savoir au travers de paradigmes qui nous oblige à nous dire, tiens, on a découvert quelque chose, mais attention, on sait qu'on fonctionne dans des paradigmes, donc ça veut dire que ce qu'on découvre là, aussi incroyable soit-il, reste encore quelque chose de limitant. Donc, l'objectif, et ça a été tout le travail que je vous ai fait lorsque je vous ai fait les cours justement sur la physique quantique et la relativité, c'est que j'ai structuré les cours pour vous montrer à chaque fois comment on était arrivé à un modèle, c'est-à-dire quelles explications permettaient ce nouveau modèle par rapport à l'ancien, et quelles étaient du coup les implications de ce nouveau modèle, et le fait de comprendre, c'est-à-dire d'être capable d'appréhender les implications d'un modèle, ça permettait d'en connaître les limites. Et les limites, c'est l'interface entre le paradigme dans lequel nous nous trouvons et le suivant qui n'attend que nous. Donc, il y a une espèce de cinématique qui s'installe, d'accord ? Et donc, on reste toujours en tension en science et on n'est jamais finalement arrivé. Et donc, encore une fois, il y a cette notion d'humilité, mais il y a aussi cette notion de vigilance. D'accord ? C'est-à-dire, faites attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses, si aujourd'hui on est sur des théories qui sont très efficaces, c'est très bien, mais par contre, nous ne devons pas relâcher notre vigilance et notre rigueur, parce que au-delà, il y a encore d'autres choses à explorer, que nous ne pourrons pas appréhender si nous nous limitons à rendre absolues les croyances que nous avons actuellement. Pierre, avant de passer peut-être à la troisième personne que tu voulais citer, j'ai une question. Est-ce que malgré là tout ce que tu viens de nous détailler, il y a quand même certaines choses qu'on peut se dire, on sait que c'est ça. Parce que je repense à une des questions que je t'avais posées il y a quelque temps en arrière sur un premier cours que j'ai assisté avec toi, que tu animais, où je t'avais dit, mais comment on peut être sûr que la vitesse de la lumière, on pourra jamais la dépasser, que c'est la limite ultime. Et tu m'avais dit, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Alors, est-ce qu'il y a quand même certaines choses, tu vois, un petit peu comme des piliers, des bases, des fondements, où on sait qu'on sait, et qu'on peut vraiment se baser dessus pour avancer, et que ce sera pas forcément remis en cause? Alors, là, il y a quelque chose de très, très subtil. Très, très subtil. Quand je te dis que c'est quelque chose que l'on sait, c'est que l'on sait aujourd'hui.
il n'y a pas parce que ce que l'on sait, ce n'est pas la conséquence d'un accès direct au réel. Rappelle-toi encore de René Descartes. Oui. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est une interaction que nous avons avec ce que nous découvrons. D'accord ? Donc, on a découvert des lois physiques, on a découvert des implications, et pour pouvoir les expliquer, on invoque d'autres modèles, dont la relativité restreinte. D'accord ? Et donc, la relativité restreinte d'Einstein, elle est venue justement pour expliquer des choses qui ne suffisaient plus, c'est-à-dire que les modèles, comme le modèle mécanique de Newton à l'époque, en fait, étaient extrêmement efficaces, mais il y avait des choses quand même pour lesquelles on avait encore du mal à expliquer de façon vraiment très précise. D'accord ? Donc, c'est uniquement pour faire face aux observations que nous avons et pour coller avec les mesures que l'on fait appel à des nouveaux modèles. Mais ce n'est que notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qu'on observe et pour le rattacher à ce que l'on mesure, on est obligé d'invoquer cette vitesse limite de la lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, peut-être, elle sera remise en cause. Et aujourd'hui, ce qui est très délicat avec, si tu veux, la vitesse de la lumière, c'est que, comme tu l'as vu dans le cours, c'est qu'elle a un statut très particulier, c'est que c'est une constante. D'accord ? Et donc, les constantes, aujourd'hui, font quand même partie des éléments les moins instables par rapport à notre quête, justement, de compréhension de l'univers. Donc, si tu veux, cette constante, elle existera probablement toujours. Par contre, on ne lui donnera pas forcément toujours la même signification. Ok. Non, mais ce podcast est merveilleux, Pierre, parce que vraiment, là, tu es en train de répondre justement à une question qui me taraude depuis plus d'un an. Donc, c'est merveilleux. Ok. Génial. Donc, effectivement, ce qui compte, c'est après, toujours pareil, les implications et comment on va comprendre ce qu'on voit et de ce qui se passe. Ouais. Ok. Et c'est toute cette méthodologie-là qui est très, très importante et sur laquelle vraiment on mettra un point d'honneur dans la formation l'année prochaine. Ok. Troisième personnage très important. Voilà. Troisième personnage important, donc évidemment nous on en verra d'autres, mais là c'est vraiment les incontournables pour les gens qui nous écoutent. Le troisième, évidemment, je ne pouvais pas parler d'épistémologie sans parler de Feyerabend. Donc Paul Feyerabend, donc lui c'est un philosophe des sciences autrichien. Et pourquoi je suis obligé d'en parler ? Parce que justement c'est un petit peu l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire qu'il s'inscrit un petit peu comme un anarchiste épistémologique. Et il vient un petit peu contrebalancer tous les outils et toutes les structures qu'on a pu présenter jusqu'à présent avec les deux précédentes personnes. L'ouvrage auquel je renvoie nos auditeurs et donc sur lequel nous, évidemment, au sein de l'Académie, nous travaillerons plus particulièrement, ce sera l'ouvrage « Adieu la raison ». Et dans cet ouvrage, en fait, Feyerabend va marquer une étape vraiment cruciale de l'épistémologie contemporaine, parce qu'il s'attaque en fait au mythe même de la raison, et donc à l'idée d'objectivité, parce que ça c'est une question très importante en science, la notion d'objectivité. Donc l'idée d'objectivité qui encadre la figure de la science. Alors, sans pour autant mettre en cause la validité des résultats de la science contemporaine, il questionne l'universalité de la connaissance scientifique, la pertinence de ses applications et la portée de ses implications. Donc, son objectif, finalement, c'est la défense, mais par contre, sans compromission, de valeurs humaines essentielles, à savoir la multiplicité de la pensée, la pluralité des visions du monde, la diversité des modes de vie, qui à son sens, en fait, sont menacés par une espèce d'uniformisation planétaire qui est largement fondée sur la domination de la technoscience. Et ça, c'est quelque chose, lui, qui le rebute totalement. Et donc, Feyerabend va développer une réflexion extrêmement incisive, très, très corrosive, qui est dérangeante, et qui touche au cœur même, en fait, des débats contemporains sur la nature
de la démarche scientifique. D'accord ? Donc il va venir un petit peu s'opposer à tout ça, il va venir contrebalancer les idées reçues qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors il va y avoir des notions, donc on le verra nous, mais parfois il va quand même très très loin. Il va même développer à certains moments une forme de relativisme absolu qui peut quand même poser beaucoup de problèmes, surtout quand on n'a pas les outils techniques et réflexifs pour pouvoir démêler le vrai du faux, parce que pour lui, dans une certaine mesure, tout se vaut. Or, moi déjà, je ne suis pas du tout d'accord. Et effectivement, en science, on ne peut pas avancer de cette façon-là. Mais il y a des idées, justement, dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que le fait de remettre encore de l'humain et de spécifier, c'est-à-dire que ce qui aurait été fascinant, c'est vraiment de voir Feyerabend, parce que malheureusement, il nous a quittés. Les 3 auteurs ne sont plus de ce monde, dont j'ai cité. Mais j'aurais adoré l'entendre parler, notamment sur tout le développement de l'IA actuellement. Lui, il aurait vraiment été, il serait monté au créneau et il aurait, c'est quelque chose qui l'aurait vraiment horrifié. Et d'ailleurs, je pense qu'il pressentait déjà les dérives potentielles des technosciences du début du XXe siècle qui pourraient, de façon extrême, amener à tout ce que nous propose aujourd'hui l'IA et tous les délires qui peuvent aller au-delà avec le transhumanisme et tout le reste. Ok. J'avais envie de faire une petite précision, Pierre, par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais je trouve que ça vaut le coup d'aller un tout petit peu plus loin dans l'exemple, parce que tu reprenais du coup certains cours que tu as donnés sur la physique quantique, sur la relativité générale, et notamment le fait qu'il te tient à cœur systématiquement de justement remonter dans le temps pour voir comment les modèles se sont développés, quelles ont été les limites, etc., les différentes implications. Et en fait, j'avais envie de revenir là-dessus pour préciser que derrière ce mot épistémologie, qui peut justement peut-être presque paraître un petit peu rébarbatif en se disant revenir sur 1 milliard de choses qui ont déjà été vues, etc. Alors qu'en fait, moi je le vois comme tout l'inverse. Je le vois comme quelque chose qui rend presque des choses compliquées très fun. En tout cas, ça me permet de mettre le mot histoire pour ce qui s'est passé dans l'histoire, qui est raconté comme une histoire. Et d'ailleurs, tu l'avais précisé sur un des épisodes, tu avais intitulé un de tes cours sur la physique, celui sur la physique quantique, l'Odyssée de la physique quantique. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui vient presque mettre du soleil et quelque chose de très joyeux sur toute cette histoire, parce qu'on voit comment ça s'est déroulé, quels ont été les protagonistes de cette histoire, comment ils ont défendu leurs idées, comment parfois ils ont été obligés de se rallier, de baisser les armes par rapport à ce qui, voilà. Je trouve que c'est assez fascinant, et j'avais envie de dire combien ça rendait les choses encore plus intéressantes et combien ça valait le coup de se plonger là-dedans, en fait. Mais mon objectif, clairement, que ce soit surtout là au sein de l'académie, en fait, c'est de rendre hommage, si tu veux, à la science, en la rendant, parce que la science, si tu veux, et surtout au travers de l'histoire, et c'est ça qu'on oublie très souvent, c'est que c'est avant d'être des découvertes, c'est une histoire humaine, en fait. Mais oui, c'est l'histoire d'humains qui ont interagi avec des choses qui les ont confrontés, qui les ont perturbés, qui les ont mis mal à l'aise, qui les ont émerveillés, qui les ont enchantés, qui les ont fait vivre, en fait, qui les ont fait vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent au détriment d'un formalisme ou d'une technicité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on te parle du boson de Higgs, pour lequel d'ailleurs on n'a pas pris le temps de vraiment expliquer les choses, mais en fait, on parle très peu de l'histoire. On parle et encore quand on prend le temps d'en parler, on parle uniquement du résultat. Mais le problème, c'est que le résultat en lui-même, même s'il est effectivement révolutionnaire, il est difficilement appréhendable, c'est-à-dire qu'on peut difficilement mesurer les implications d'une telle révolution si on ne peut pas goûter et toucher du doigt l'histoire humaine qu'il y a derrière et l'histoire humaine qui a permis à cette révolution scientifique d'avoir lieu.
Et justement, ça lutte aussi contre ce phénomène de désenchantement où finalement on prend le truc, on sait pas trop quoi en faire. Bon, bah c'est bien, ça a l'air révolutionnaire, mais c'est un peu trop loin de moi. Alors qu'en fait, quand on prend justement cette histoire humaine de toutes les personnes qui sont intervenues, ça rend les choses tellement plus belles. Ça c'est vraiment moi ce qui m'a poussé à faire ce travail au sein de l'académie, parce que je veux réhabiliter justement non seulement beaucoup de scientifiques. Donc des scientifiques que l'on connaît déjà, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et des scientifiques qui ont été mis un petit peu de côté. Mais surtout, les réhabiliter la merveille de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un désenchantement aussi fort, c'est parce que nous sommes focalisés sur la partie uniquement technique et du formalisme, en fait. Donc, et donc ça, c'est froid. C'est froid, c'est pas vivant. Et comme nous, ce qui nous anime, c'est l'interaction que l'on génère avec les choses. Mais avec ces choses-là, quand on nous les pose comme ça, telles quelles, en fait, il n'y a pas d'interaction. Par contre, quand on découvre l'histoire, la façon dont ça s'est passé, où on voit que ça n'a pas été facile, qu'il y a eu des moments où... quand on raconte les histoires de façon humaine, en fait, non seulement on peut comprendre beaucoup mieux les implications de ce qu'on a découvert, mais surtout, le fait d'avoir nous-mêmes interagi, on s'approprie, c'est-à-dire que on participe un peu à l'histoire. Et donc, on porte nous aussi ces découvertes et les implications de ces découvertes. Parce que les gens qui ont découvert ça n'ont pas plus de légitimité à porter ces découvertes que nous, en tant qu'individus dans la société, qui œuvrons au quotidien pour un monde meilleur. Donc, on doit nous aussi s'approprier de façon consciente toutes les implications de ce que nous découvrons et de ce que nous ont transmis toutes ces recherches, toutes ces découvertes et tous ces scientifiques des siècles précédents. Et je fais un petit clin d'œil à quelque chose que tu avais partagé lors d'un de tes cours, et parce que je sais qu'on retrouvera ces moments-là dans l'académie, et je pense que ça va parler à pas mal de nos auditeurs. Quand parfois tu t'arrêtes et que tu nous dis, justement, arrêtez-vous 2 secondes, et faites l'effort intellectuel de vous mettre dans l'état d'esprit de l'époque, avec là tout ce que je viens de vous dire. Et ça, je trouve que c'est ultra puissant. Ça, là, clairement, tous mes cours sont construits comme ça, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait, que ce soit la physique quantique, la relativité générale, la relativité restreinte, j'ai construit le cours en vous mettant dans la situation dans laquelle étaient les personnes à cette époque-là, pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été amenés à se poser ce genre de questions et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça coinçait. Et pourquoi ils ont été obligés de dépasser et ce que ça a pu leur coûter, ce que ça leur a demandé comme humilité, comme investissement, et ce n'est que en touchant du doigt et en créant un pont, en fait, avec cette période-là, que l'on peut vraiment mesurer que, et je dirais, au-delà de mesurer, que l'on peut hériter de façon vraiment légitime de la grandeur de toutes les découvertes que ces gens ont faites, finalement. Et nous en faisons tous partie, en fait. Nous sommes tous les enfants de ces découvertes-là. Mais il faut que, comme on parle souvent de se reconnecter, tu sais, à la nature, mais là, en fait, il faut qu'on se reconnecte aussi à l'humain et à notre histoire. Et ça fait vraiment partie de notre histoire, parce que tout ce qu'ont découvert ces gens-là détermine la façon dont nous pouvons voir le monde d'aujourd'hui. Et donc, ça nous donne des outils très précieux pour pouvoir asseoir une posture très spécifique en tant qu'humain. Et on peut aussi tirer beaucoup de leçons de ça, comme par exemple le fait que ce sont les erreurs les personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs finalement ont permis d'aller beaucoup plus loin. Et puis aussi le fait de trouver certaines choses qu'on ne cherchait pas, on cherche autre chose, on trouve quelque chose, paf, absolument quelque chose d'extraordinaire, ou alors certaines personnes qui vont laisser de côté certaines choses qu'elles ont trouvées, elles veulent pas voir ça, elles veulent pas y croire, d'autres personnes prennent ça, en font, en fait, tout est interconnecté, chacun met sa pierre à l'édifice d'une certaine façon. Et ce qu'on a vu, donc, que ce soit même la physique quantique ou la relativité, avec Einstein, c'est pareil. C'est-à-dire que, et ça, on le développera encore, mais on découvre souvent l'inverse de ce qu'on cherche à démontrer. Parce qu'en fait, la nature, donc le réel, qui nous est inaccessible, montre à quel point elle nous résiste.
et à quel point en fait on a du mal à appréhender le monde tel qu'il est, parce qu'on a envie absolument qu'elle ressemble à l'idée que on s'en fait. Et donc, dans l'histoire, et c'est fascinant de voir ça, la façon dont Planck a vécu la découverte de cette constante H qui va coloniser ensuite toute la physique quantique par la suite. Mais nous, quand on nous l'enseigne comme ça, c'est quelque chose qui s'est passé très facilement. Il a fait une super découverte, alors que toi, tu le sais maintenant, mais pas du tout. Pas du tout. Je pensais en partie, c'était les pires années de sa vie en fait, et il voulait pas y croire. C'est-à-dire que les résultats disaient que c'était vrai, mais donc il était d'accord, mais il disait non, mais il y a forcément une erreur et quelqu'un va venir après, il va nous expliquer pourquoi c'est faux, parce que je ne peux pas accepter ça. Tu vois, et ça, si tu veux, de découvrir ça, ça rend, moi, Planck, c'est à partir de ce moment-là que je l'ai aimé en fait. C'est à partir de ce moment-là que je l'ai aimé. Alors qu'avant, c'était un personnage lambda de l'histoire, bon, qui était intéressant de connaître. Mais à ce moment-là, je l'ai trouvé touchant. Je l'ai trouvé touchant. Et je me suis, tu vois, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai trouvé humain. Et à partir de là, l'histoire de la physique quantique, elle devient incroyable. Parce qu'après, ce n'est que ça. Ce n'est que des choses comme ça qui se déroulent. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Pierre, moi je te propose quand même de revenir justement à ce point de rupture que tu as évoqué. Je pense que là, nos auditeurs, s'ils nous ont bien suivis jusqu'ici, ils doivent comprendre que ce point de rupture, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Que finalement, voilà, on est on est à juste une période de transition. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples, pas forcément beaucoup, peut-être un ou deux, d'exemples concrets dans notre vie de tous les jours, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, qui montrent qu'on est dans un point de rupture? Alors, oui, des points de rupture, il y en a quand même beaucoup. Ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au texte de Johnston, justement, de cette différence qu'il y a dans la temporalité d'intégration des révolutions scientifiques qui ont lieu dans les sciences de la matière par rapport aux sciences de la vie. Parce que nous, ce qui nous intéresse à notre échelle et dans le travail que nous allons faire, c'est quand même les sciences de la vie. C'est-à-dire qu'on va pas étudier toute cette science, donc on sera amené à étudier beaucoup de sciences, donc comme la physique quantique, la relativité, la théorie du chaos, mais beaucoup d'autres, pas simplement pour les étudier, parce qu'elles nous en disent beaucoup sur les sciences de la vie. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une rupture par rapport à ça, parce que justement, les personnes qui travaillent dans les sciences de la vie commencent, comme ils le disent dans l'ouvrage en fait, un siècle plus tard, commence à réaliser effectivement que ce que vous aviez découvert il y a un siècle va peut-être nous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Et donc il y a des phénomènes aujourd'hui comme par exemple la biologie quantique, d'accord, qui est une branche vraiment spécifique de la biologie, qui ça y est, s'est décidé à se dire tiens oui, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra jamais comprendre si on n'intègre pas les principes quantiques justement à la compréhension du vivant. Et donc aujourd'hui, on est dans cette intersection où les biologistes commencent à s'intéresser de plus en plus aux implications de la physique et pour essayer de comprendre à l'échelle microscopique comment est-ce que le vivant justement se régule, comment est-ce qu'il se renforce, comment il interagit, comment est-ce qu'il se développe. Et donc là, aujourd'hui, on est effectivement dans ce carrefour, dans cette interface, mais qui va pouvoir prendre plus ou moins de temps en fonction de notre posture et de l'importance que l'on accorde en fait à ces révolutions scientifiques. Et l'un des objectifs justement du travail que l'on va faire, ça va être en tout cas moi de vous démontrer à quel point c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut comprendre un peu plus le vivant, on est obligé de passer par ces étapes-là. D'accord ? Et aujourd'hui, on est dans cette rupture dont tu parles, où on est un petit peu entre deux, entre des gens qui commencent à comprendre et d'autres qui résistent encore à rester sur des modèles anciens et qui veulent continuer à décrire le vivant comme quelque chose presque de réductionniste finalement. Alors que ce modèle est complètement dépassé. Et pourtant, il y a encore des ouvrages qui sont pertinents, mais qui ont encore ce filtre réductionniste en fait du vivant. Alors que l'on sait maintenant qu'on ne peut plus décrire les choses comme ça. Et donc, on crée un modèle, on projette dans le monde un modèle du vivant
qui est totalement obsolète. Totalement obsolète. Et comme on voit le monde non pas tel qu'il est, mais comme on le pense, en fait, on voit mal le monde, parce qu'on le pense mal. Alors, quand je dis mal, c'est pas péjoratif, c'est juste que si on veut pouvoir être, dans le cadre du vivant, d'abord ne pas nuire, il faut quand même qu'on sache à quoi on a affaire. Et là, on se borne en fait à décrire les choses de façon qui sont un petit peu dépassées. Et donc, est-ce que tu peux peut-être juste donner quelques exemples concrets, là, justement, par rapport à ce que tu disais à la licence de la vie, peut-être par rapport à la santé, pour que vraiment on puisse intégrer ce que tu viens de nous dire sur des choses qui nous entourent, qui font partie de notre vie du quotidien. Ça peut être une introduction. Ça peut être une introduction au podcast suivant, hein, parce que tu vois, l'homéostasie, c'est l'exemple pour moi qui est typique en fait. L'homéostasie, qui est donc un terme qui date du siècle dernier. Aujourd'hui, on en parle comme il y a un siècle, alors que c'est un terme qui s'appuyait sur des notions qui ont connu par la suite toutes les révolutions scientifiques dont on parle. C'est-à-dire que il y a eu l'homéostasie, le terme homéostasie qui est apparu. Ensuite, on a connu la relativité, on a connu la physique quantique, on a connu la théorie du chaos, la théorie des catastrophes, on a connu les structures dissipatives, on a connu un enchaînement de phénomènes qui nous expliquaient que le monde en fait n'était pas du tout comme on le pensait. Et pourtant aujourd'hui, on continue à en parler comme au siècle précédent. Sauf que ce que nous dit la science aujourd'hui de ce terme-là, c'est complètement l'inverse de l'image que nous en avions. Et donc, on projette dans le monde une notion de l'homéostasie qui est complètement, qui est erronée et qui nous empêche de pouvoir mettre en place, même d'un point de vue de la santé, des choses qui seraient véritablement constructives. D'accord ? Donc je ne sais pas si on doit en parler maintenant ou parce que c'est quelque chose qu'on va développer dans le podcast suivant. Carrément. Non, c'est une très très bonne transition par rapport à la suite et effectivement à ce lien avec notre propre santé qui permet de comprendre comment notre corps fonctionne et surtout ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et surtout donner du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à une période où il y a beaucoup de gens, que ce soit sur Internet ou ailleurs, donnent des conseils. C'est-à-dire, vont dire aux gens qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui. Hein. Ne fais pas ça. Je l'entends énormément. Arrête de faire ça. C'est devenu un truc, vraiment, j'entends partout. Arrête de faire ça parce que ceci, cela. Ou alors, fais plutôt ça. Mais par contre, il y a très, 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 très peu de pourquoi derrière cette façon, en fait, de dire aux gens comment faire. Et très souvent, quand on analyse justement les modèles sur lesquels s'appuie leur raisonnement, soit c'est juste de la répétition des choses qu'ils ont déjà entendues, mais comme ça a fonctionné sur quelqu'un il y a quelques années dans un endroit isolé du monde, en fait, on considère que ça doit fonctionner pour tout le monde. Et ça, on verra que, mais non, malheureusement, l'humain ne fonctionne pas comme ça. Et ensuite, lorsqu'on est dans une société comme ça où tout le monde conseille tout le monde, ça signifie quand même deux choses. D'une part, c'est que la personne qui conseille pense vraiment qu'elle a compris et qu'elle est en capacité de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de généralisation, c'est-à-dire d'absolu, de ce que l'on croit savoir. D'accord ? Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème. C'est-à-dire que le fait de donner... Moi qui ne suis pas un exemple, je me suis toujours tenu de ne jamais donner de conseils. Alors, à part, évidemment, dans mon cabinet, où on est dans un cadre précis, où je peux vraiment faire une anamnèse, investiguer et tout ça. Mais je n'ai jamais donné de conseils, je n'ai jamais dit à quelqu'un, non mais il faut plutôt que tu fasses ça comme ça. Jamais. J'ai toujours été partisan de donner des clés pour que chaque personne puisse réfléchir à sa propre situation, avec sa propre sensibilité, et savoir ce qui, à ce moment-là, est le plus pertinent pour cette personne-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont malheureusement des besoins
Tu vois, que ce soit en termes de santé, des difficultés, ils trouvent pas de solution. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, ça ne va pas être des personnes qui vont leur permettre de leur donner des outils pour réfléchir différemment à leur situation. Ils cherchent des personnes qui leur donnent des solutions. Sauf que ce qu'on verra, notamment sur le principe d'homéostasie, c'est que cette personne-là, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. Une personne qui peut conseiller comme ça tout le monde, et qui peut dire aux gens exactement ce dont il a besoin, ce qui est le mieux, ça ne peut pas exister. Et nous avons les éléments pour démontrer ça aujourd'hui. Donc, oui, ça répond, si tu veux, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui crée un certain malaise, à mon sens, parce que ça ne fait que déplacer le problème, tout en créant une espèce de forme d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, d'abus d'ignorance. Et là, du coup, on va pouvoir remettre en avant la notion d'éthique. Tu vois, notamment. Quelle est l'éthique? Comment est-ce que quelle est ta posture quand tu donnes un conseil, par exemple, à quelqu'un? Quand tu dis à quelqu'un quoi faire? Est-ce que tu considères que voilà, c'est juste un conseil, il en fait ce qu'il veut, et puis ça n'a pas d'implication, et puis si jamais il est encore plus mal après, tant pis? Ou est-ce que tu as une posture qui t'impose quand même d'être plus humble et de considérer que à chaque fois que tu vas donner un conseil à quelqu'un, eh bien la personne, elle donne peut-être beaucoup de crédit, et elle est peut-être dans une situation de faiblesse, tu vois, où elle a vraiment besoin d'aide, et elle va peut-être prendre pour argent comptant ce que tu dis, et donc pouvoir éventuellement se mettre en difficulté par rapport à ça. Et ça renvoie à quelque chose que tu nous avais dit dans un des tout premiers épisodes par rapport à toi, ta propre formation, et le fait que tu passes toutes les premières années à surtout apprendre à ne pas nuire, à ne pas faire mal par rapport à ta formation d'ostéopathe. Et bien sûr, ça a été, pour moi, ça a été l'un des grands moments. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma formation d'ostéopathie, le premier jour de la rentrée, là, et c'est le moment qui m'est resté le plus, vraiment. C'est incroyable. Donc le premier jour, donc moi c'était à l'époque où j'ai fait la formation, c'était en 6 ans, c'était 5+1. Et là, le premier jour, donc le doyen nous avait accueillis, et là, il était là uniquement pour dire une phrase. Et après il est parti. Il nous a dit donc bonjour, et ensuite il nous a dit vous n'êtes pas là. Donc en sachant que la formation est sur 6 ans, hein, d'accord? Donc c'est une école privée, tout ça, avec tout ce que ça implique comme investissement. Et donc, il nous dit, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans cette école, hein, pour devenir de bons ostéopathes, vous êtes là pour ne pas être dangereux. C'est-à-dire que vous ne faites pas 6 années d'études pour être de bons ostéopathes, vous faites 6 années d'études pour ne pas être dangereux. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez toute votre carrière par la suite, après les 6 ans, pour devenir de bons ostéopathes. Et c'est là, en fait, où j'ai su, moi, que j'étais exactement à ma place. Parce que, oui, clairement, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile de ne pas être dangereux. Parce que le niveau d'interaction entre les êtres vivants et surtout entre les humains est tellement fort, tellement puissant, que nous n'avons pas idée des conséquences que nos actes peuvent avoir sur les autres. On n'a pas idée. C'est-à-dire que même un simple sourire face à une personne a des conséquences énormes, de façon positive. Mais de la même façon, ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, ou quand on la croise, ne pas la regarder, ou ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et alors, je vous dis même pas quand on est dans le soin. Donc c'est pour ça que là, les 6 années d'études, si en plus on souhaite carrément aider les gens et essayer de leur faire du bien, bon ben là c'est hyper ambitieux. C'est hyper ambitieux. Donc oui, il faut 6 années pour vraiment être poser le cadre, savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, étudier le vivant à son maximum et essayer de faire de son mieux pour être le plus honnête intellectuellement et garantir un niveau de sécurité maximum. Parce que finalement, dans le soin, c'est ça le plus important. C'est pas l'efficacité, c'est le fait d'être capable, d'être suffisamment humble pour pouvoir accorder suffisamment d'importance en fait à tous les échanges qui ont lieu pendant le soin. Ouais, là, ton message, il s'adresse à tous les thérapeutes, à tous les coachs, à toutes les personnes qui, justement, sont en interaction avec d'autres et qui ont, en tout cas, pour ambition d'aider.
Exactement. Et quand je parle de ça, moi, ce que je dis, c'est que le plus important passe souvent dans ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire dans le non-verbal. Donc, dans notre posture, dans notre façon de regarder la personne, dans notre façon de l'écouter, dans notre façon de la contacter. Tu vois, par exemple, quand on la touche, la façon dont on vient vers elle. Tu vois, même des détails. La température de notre main. Tu vois, la douceur avec laquelle, la bienveillance avec laquelle, l'énergie que l'on met, les pensées que l'on a au moment où on contacte la personne. Toutes ces choses-là ont des conséquences et des implications qui sont beaucoup plus fortes que tout ce qu'on va pouvoir verbaliser. Attention, le verbe est extrêmement important pour se connecter, je dirais, à la personne, du moins dans nos croyances respectives. Mais par contre, les enjeux les plus importants, à mon sens, et de ce que je comprends du vivant aujourd'hui, se font tout autour, dans tout ce qui est non-verbal. Et donc, c'est important de prendre conscience. Oui. Et du coup, on pourrait presque même, par exemple, citer ça aussi comme exemple qui reflète qu'on est dans un point de rupture. C'est par exemple tout ce qui s'est passé autour du masque par rapport à ce que tu viens de dire et au port du masque chez les enfants. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on sait, à ce que là tu viens de résumer, même si on pourrait aller plus loin, sur l'importance du sourire, du lien, de ce qui se passe dans notre visage par rapport à l'autre, qu'est-ce qui se passe quand on met un masque et notamment vis-à-vis de tout petit. Et donc là, pour moi, ça illustre vraiment ce point de rupture où en fait, on sait des choses à un moment donné et dans un autre domaine, on fait tout l'inverse et ça va plus en fait, ça répond plus. C'est ça. Et donc, il aurait été nécessaire, voire même indispensable, de s'interroger, c'est-à-dire de créer une balance entre les avantages potentiels hypothétiques de mettre un masque et les immenses inconvénients qu'ils engendrent. Voilà. Et on les a pas mis en valence, c'est-à-dire que l'hypothèse que tout ce qu'on connaît, que ça pouvait protéger ou que ça pouvait diminuer les contagions, justifiait à ce que tous les autres aspects de nos existences en fait soient tus. Et quand je dis tous les aspects, ce sont les plus importants parce que ce qu'on a tu finalement au travers de son masque, c'est notre humanisme, notre humanité. Ce qu'on a masqué, en fait, c'est pas notre bouche, c'est notre humanité, c'est notre lien à l'autre. Voilà. Et ça, ce sont des considérations que justement les sciences, quand on comprend les implications des sciences d'aujourd'hui et qu'elles sont vraiment analysées de façon réflexive, comme on va le faire, en fait, permettent justement de remettre ça au goût du jour et de se rendre compte que on ne peut plus avoir des comportements comme ça et qu'il faut vraiment remettre de l'humain dans absolument tout ce qu'on fait. Absolument tout ce qu'on fait. Même quand on traite de microbes, de virus, de bactéries, il faut avant tout mettre de l'humain. Et le reste doit suivre. Mais il ne faut pas mettre l'humain en dernier. C'est génial, Pierre. Du coup, maintenant, on bascule là, grâce à cet épisode qui finalement fait vraiment une office de superbe transition vers les sciences de la vie, vers justement l'homéostasie, tu en parlais, et puis vont s'enchaîner aussi d'autres podcasts qui vont finalement découler de tout ça. On va bientôt conclure cet épisode, mais par contre, je voulais simplement dire quelques mots, Pierre, sur une nouveauté. Donc là, ça doit faire quelques épisodes que nos auditeurs ont déjà entendu ce petit message qu'on a mis au début de chaque épisode où tu annonces qu'ils peuvent te poser des questions. J'aimerais bien qu'on prenne juste 1 minute pour le développer un petit peu plus, parce qu'effectivement, on le sait tous les deux, tout ce que là tu développes dans cette émission, ça ne peut que susciter plein de questions, des questions de toutes sortes, peut-être même des remarques. En tout cas, ça peut pas laisser complètement impassible. C'est le but. Et c'est le but, bien sûr. Et donc l'idée, c'est que ces questions, chez vous, chers auditeurs qui émergent, eh bien que vous puissiez les poser à Pierre via un questionnaire qu'on a mis à votre disposition et qui est dans le descriptif de chaque épisode, pour que vous puissiez poser vos questions, mettre vos remarques, et on va faire des épisodes dédiés, questions-réponses, où on prendra vos questions, et où toi, Pierre, tu pourras y répondre, développer, reprendre, peut-être même faire des ponts, des liens, etc., comme tu sais très bien le faire. Avec un immense plaisir. Vraiment.
c'est vraiment ça rejoint complètement le cœur de tout ce que je défends, de tout ce que je développe et qui sera encore une fois le cœur encore une fois de l'académie. Hein. C'est ce lien. Hein. Donc le lien là qu'on peut faire avec les auditeurs ne fera qu'exprimer l'essence même de notre propos. Donc c'est super. Donc je vous attends avec grande impatience. Donc n'hésitez pas, quelle que soit votre question, vous la posez. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez aussi les poser. Si on se rend compte qu'il y a plusieurs questions qui se recoupent, ça nous permettra peut-être de faire un épisode questions-réponses à thème. On va voir ça au fur et à mesure de ce qui se passe et de ce que vous nous mettez. Donc vraiment n'hésitez pas, vous allez en bas, vous savez, dans le descriptif de l'épisode. Vous cliquez sur le lien et ensuite vous vous laissez guider pour pouvoir poser votre question et nous on les lira toutes et on les récupérera et puis on vous proposera très très bientôt un premier épisode questions-réponses. Sur ce Pierre, je te dis à très bientôt pour la suite. À très très vite Aurélie, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.